Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction intitulé « L'après-Daesh, comment l'organisation va se transformer ?» Encore mercredi, une attaque faisant 8 morts à Manhattan a été perpétrée par un homme qui se revendiquait de Daesh. C'est en tout cas ce qu'indiquent des documents qui ont été retrouvés dans son véhicule. Pour Daesh, cela montrerait encore aujourd'hui une capacité de frapper partout, alors que son territoire en Syrie et en Irak est sur le point d'être entièrement repris. C'est un paradoxe qui sera au cœur de cette émission avec nos invités du jour. Clément Fayolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et auteur de Un cartel nommé Daesh qui sort aujourd'hui même. Oui. Vous êtes le co-auteur de ce livre aux éditions First. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et vous étiez encore la semaine dernière en Syrie pour une dizaine de jours. Et puis nous sommes en direct également avec Delphine Minoui, notre correspondante à Istanbul. Bonjour Delphine. Notre sondage que nous vous soumettons sur Twitter depuis le début de journée, Al-Qaïda va-t-elle selon vous redevenir l'organisation terroriste numéro 1 dans le monde? C'est une question qui se pose puisque nous parlons de l'après-Daesh et on va commencer à en parler avec vous, Georges Malbruno, en vous montrant deux cartes. La première, elle date de novembre 2014 et nous sommes peut-être à l'apogée, on va dire, de Daesh, en tout cas dans sa conquête territoriale, et puis une autre qui est toute récente, en octobre 2017, où on voit que le territoire se réduit à presque rien. Est-ce que nous sommes aujourd'hui à la fin de l'État islamique en tant que territoire ? Alors, le contrôle territorial de l'organisation État islamique, effectivement, maintenant approche de zéro, puisque en Irak, Daesh ne contrôle plus que quelques villes, Al-Qaem, à la frontière avec la Syrie, Rawa, sur l'Euphrate, quelques poches aussi ailleurs. En Syrie, Daesh ne contrôle plus que la ville d'Al-Boukamal, qui est frontalière de l'Irak, une partie de Deir ez-Zor, quelques poches dans le camp de réfugiés de Yarmouk, près de Damas, au sud. Donc, il y a effectivement aujourd'hui, c'est la fin de Daesh en tant qu'organisation territoriale. Mais vous l'avez dit, ça n'est pas du tout la fin de Daesh en tant qu'organisation terroriste, parce que le Daesh est en mutation, va passer d'une organisation donc, qui contrôlait des territoires à une organisation terroriste qui va retrouver la clandestinité, qui va activer ses cellules dormantes, ses cellules résilientes pour perpétrer des attentats. Et on en a déjà vu, si je puis dire, la couleur, mi-septembre à Nasiriyah, au sud de l'Irak, dans un Irak chiite, une attaque en profondeur qui a fait plus de 60 morts. On a vu en Syrie il n'y a pas longtemps, où Daesh, sur le recul à Deir ez-Zor, à Raqqa aussi, puisqu'ils l'ont perdu, eh bien, sont allés attaquer une ville qui s'appelle Qaryatem, entre Damas et Homs. Donc, voilà, il y a une mutation aujourd'hui qui s'opère chez Daesh, et eh bien, le danger pour eux et pour nous, on y reviendra aussi, est loin d'être terminé. Et justement, on va s'intéresser donc à cet après-Daesh, cette transformation. Je voulais vous faire réagir, Clément Fayolle, à ce que disait Jean-Yves Le Drian le 20 octobre dernier. On va l'écouter. Il faut considérer que l'après-Daesh a commencé. Il faut poursuivre la sécurisation, engager la transition politique, faire en sorte qu'il y ait une stabilisation et ensuite engager la reconstruction. Ce sont des grands chantiers. Il faut maintenant... La guerre est en phase d'être gagnée, il faut surtout ne pas perdre la paix. Clément Fayolle, on est peut-être sur un détail sémantique, mais on peut parler dès aujourd'hui d'un après-Daesh ? Non, je ne pense pas comme ce qui a été dit. C'est vrai que les territoires sont sur le point d'être perdus, ça c'est indéniable. D'un point de vue militaire, l'organisation État islamique est en train de perdre le contrôle de territoires qu'elle a contrôlé pendant longtemps. Mais nous, notre enquête nous montre que l'État islamique n'a jamais été qu'un territoire ou qu'un plan étatique. C'est-à-dire que nous, on révèle dans le livre une liste d'opérateurs de Daesh qui, en 2014, déjà, sont envoyés en Europe, sont envoyés au Maghreb, sont envoyés un peu partout. On a aussi vu qu'il y avait un certain nombre de hauts cadres de Daesh qui partaient en Libye, qui partaient jusqu'au Nigeria, qui formaient des émirs des différentes franchises de l'État islamique. Donc non, clairement, dire qu'on est rentré dans l'après-Daesh, c'est oublier toute une partie de ce qu'est Daesh, c'est-à-dire une organisation terroriste avec des objectifs militaires jusqu'en Occident. Delphine, en Turquie, il y a aujourd'hui des centaines de djihadistes qui fuient vers la Turquie. Il y en a d'autres qui ont rejoint depuis 3 ans cette organisation terroriste en passant par la Turquie. Ce serait peut-être intéressant quand même de refaire un bref historique des relations un peu troubles entre Ankara et Daesh.
Je ne sais pas si nous avons Delphine, nous allons revenir vers elle dans une poignée de secondes. Ce que vous nous disiez, Clément Fayolle, c'était que justement la reconversion, on va dire, de Daesh était déjà programmée donc depuis 2013, 2014 et 2015. Ce ne sont pas des faits nouveaux parce que l'organisation terroriste est en train de perdre du territoire. Elle y a pensé bien avant. Oui, c'est pour ça que moi-même, le mot reconversion, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas besoin de se reconvertir quand, dès le début, dans l'ADN même de Daesh, il y avait ces objectifs à l'international. Je pense qu'il y a vraiment deux facettes dans Daesh. Nous, c'est ce qu'on montre. Il y a le Daesh militaire, territorialisé, dont on a parlé, qui est très important, dont il faut parler, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques locaux. Mais l'erreur que font les Occidentaux depuis le début de Daesh, c'est de considérer que c'est une organisation qui n'est dangereuse que pour la région. Et ça n'est pas vrai. Et ce que vous dites dans votre livre, vous dites la stratégie du groupe djihadiste, une idéologie implacable, mais des alliances pragmatiques, va sans doute lui permettre de survivre, même s'il venait à perdre tout son territoire. Alors déjà, de quelles alliances pragmatiques on parle ? Toutes sortes, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Daesh s'est constitué comme une entité organisée, dans cette région, elle est devenue un acteur avec lequel il fallait discuter. Il suffit de regarder le fait que Daesh ait continué à exploiter son pétrole et qu'il y ait eu un certain nombre de trafics qui ont continué pendant tout le long. Si Daesh avait été une entité ostracisée, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a forcément des points de jonction avec les puissances régionales, avec le régime de Damas, mais aussi avec un certain nombre d'autres acteurs traditionnels ou régionaux. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est regarder les points de jonction entre Daesh et le reste du monde par les réseaux mafieux. Merci beaucoup Clément Fayolle. Allez, peut-être un détour vers Istanbul si la connexion est revenue. Je vous demandais, Delphine, si c'était possible de revoir un petit peu brièvement un historique des relations troubles entre Ankara et Daesh. Oui, pendant longtemps, la Turquie a été accusée de fermer les yeux sur le passage des djihadistes à la frontière avec la Syrie. Mais je dirais que la donne a vraiment changé à partir notamment du début de l'année 2016. Avec toute cette vague d'attentats qui a ébranlé le pays. On se souvient de cet attentat qui avait eu lieu dans le quartier touristique de Sultan Ahmad en janvier, puis en mars 2016, celui qui avait touché une grande rue piétonne, l'avenue Istiklal, qui avait été suivi plus tard en juin par l'attentat contre l'aéroport Atatürk. Et puis, l'attentat le plus frappant, c'est celui qui avait touché un club, une discothèque à la Saint-Sylvestre. Et d'ailleurs, c'est le premier attentat qui a été officiellement revendiqué par Daesh, alors que jusqu'ici, l'organisation était pointée du doigt, mais n'avait pas encore revendiqué ces attentats. Alors, depuis ces différents incidents, il est évident que la posture d'Ankara a complètement changé. On assiste régulièrement à des coups de filet qui sont menés par la police et par les forces de l'ordre. Il y a régulièrement des démantèlements qui ont lieu à Gaziantep, une ville frontalière avec la Syrie, mais également dans la capitale, Ankara, et aussi à Istanbul, où je me trouve. Georges Malbruno, je me tourne maintenant vers vous. On le voit, cette évolution vers un modèle plus classique, même si Daesh y avait déjà réfléchi depuis quelques années. On a voulu prendre l'exemple de la ville de Ramadi aussi. Pour vous le montrer, je vais vous montrer déjà sur la tablette où se trouve Ramadi. C'est une ville qui est à proximité de Falloujah en Irak et qui est grosso modo par ici. C'est une ville de 350 000 habitants qui a été reprise en décembre 2015. Et regardez cette infographie. Entre décembre 2015 et avril 2017, il y a eu 163 attaques liées à Daesh. C'est environ 11 par mois, rendez-vous compte, une tous les 3 jours, et 335 victimes. Voilà, même vaincu, Daesh reste encore dans ces villes malgré tout. Pas forcément dans ces villes, mais autour de cette ville. Ramadi, voilà. C'est le fief du pays sunnite, la province d'Al-Anbar. Lorsque Daesh s'est retiré de Ramadi, ils se sont éparpillés un petit peu autour et ils commettent encore des attentats. Donc il y a cet aspect-là, donc Daesh qui se disperse parmi les tribus sunnites qui les ont parfois accueillis, qui les ont parfois combattus. Et aujourd'hui, toute la question, c'est de savoir quel va être le jeu que vont jouer ces tribus. Mais Daesh, c'est la réponse sunnite
terroriste à une marginalisation des sunnites. Si vous avez pris l'exemple de Ramadi, c'est un très bon exemple parce que 1 an et demi, près de 2 ans après sa reconquête, rien n'a été entamé en termes de reconstruction. Donc les gens de Ramadi, ici, ils se disent, bon, ben, sous Daesh, c'était pas génial, mais aujourd'hui, on vit toujours sous les tentes, etc. Et donc, s'il n'y a pas un effort qui est fait à la fois en termes pour reconstruire politiquement l'Irak, réintégrer les sunnites dans le jeu politique, et s'il n'y a pas aussi un effort qui est fait, c'est ce que dit Jean-Yves Le Drian, sur la reconstruction matérielle de ces villes qui ont été détruites, eh bien, Daesh demain s'appellera pas Daesh, mais s'appellera autrement, comme Daesh a succédé à Al-Qaïda en Irak. Donc, c'est tout le défi. Effectivement, la réponse militaire, elle a été faite, on est à la fin, mais maintenant, on passe au traitement politique de Daesh, qui a été, encore une fois, je vous disais, une réponse à un malaise, une réponse terroriste à un malaise sunnite marginalisé à Bagdad par l'ancien Premier ministre Nouhi al-Maliki et en Irak aussi avec Bachar el-Assad qui a massivement réprimé ses opposants. Donc voilà, si on n'a pas cette réponse politique maintenant, plus globale, disons, eh bien Daesh survivra. C'est ce que nous dit là-bas aussi... et probablement chez nous aussi, ça c'est sûr. On en parlera effectivement en fin d'émission. C'est ce que nous dit également Linda sur les internautes qui nous suivent. Daesh, ils sont comme le phénix, ils renaissent. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Ils sont toujours susceptibles de renaître. Une question peut-être aussi, Delphine. En Turquie, on parle de Daesh qui est encore présent en faisant des attaques. Alors Daesh n'a pas occupé la Turquie, mais voilà, le pays a tout de même subi de nombreuses attaques depuis 2014. Est-ce qu'il y a une recrudescence d'attaques ces jours-ci? On sait par exemple qu'il y a quelques jours, 150 personnes ont été arrêtées pour des liens présumés avec l'organisation terroriste. Depuis l'attaque très sanglante contre la discothèque Rena à la Saint-Sylvestre, il n'y a pas eu d'attaque majeure. En revanche, la peur, elle est bien présente. Il y a une véritable psychose, c'est évident, en Turquie aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, il y a vraiment, vous le sentez au quotidien, cette présence, ce renforcement policier. Vous ne pouvez pas rentrer dans un seul centre commercial ou même dans le métro sans passer sous les détecteurs de métaux, sous les portiques, comme quand vous êtes d'ailleurs à l'aéroport. Il faut savoir qu'en ce moment également, depuis plusieurs mois, les autorités turques construisent un mur de protection qui sépare la frontière turco-syrienne, puisqu'il faut rappeler que cette frontière fait à peu près 900 kilomètres. Récemment, par exemple, aussi, j'étais au tribunal de Jalayan, le tribunal d'Istanbul, où en général on rentre plutôt facilement. Et il y a quelques jours, en effet, on sent que cette peur, elle est en recrudescence. Non seulement nous étions fouillés à l'entrée, mais les voitures étaient systématiquement fouillées, les coffres vérifiés, les chauffeurs identifiés, etc. Merci beaucoup Delphine. Allez, on va maintenant s'intéresser à une autre question, celle des puissances étrangères dans la région, qui, dans le discours en tout cas, ont justifié depuis quelques années leur présence avec la guerre contre l'État islamique. Mais alors, une fois que l'État islamique aura disparu, que vont-elles faire? C'est en tout cas un élément de réponse que nous donne Rex Tillerson. C'était le 22 octobre dernier, lors d'une visite en Arabie Saoudite. Et bien entendu, il a visé directement l'Iran. Iranian militias that are in Iraq, now that the fight against Daesh and ISIS is coming to a close, those militias need to go home. Any foreign fighters in Iraq need to go home and allow the Iraqi people to regain control of areas that had been overtaken by ISIS and Daesh that have now been liberated. Allow the Iraqi people to rebuild their lives with the help of their neighbors. On a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent sur les réseaux. On y répond dans une poignée de secondes, notamment une de Paul qui nous parle de la Libye. Mais alors, revenons sur cette intervention de Rex Tillerson. On a l'impression que c'est contradictoire. Il nous dit on accepte une influence extérieure, mais seulement si c'est celle des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, finalement. Oui, et puis là où il se méprend, c'est qu'il n'y a pas de milice iranienne en Irak. Il y a 700 conseillers militaires iraniens, mais il y a des milices irakiennes pro-iraniennes. Donc c'est tout le génie, entre guillemets, de l'Iran, c'est d'avoir constitué
en Irak, eh bien, un certain nombre de proxys, de relais qui ne sont pas iraniens, mais qui sont sous agenda irakien. Or, ces milices-là, moi j'ai posé la question à Hadi al-Amiri il y a un mois, lorsque je l'ai vu à Najaf, qui est un des responsables, des principaux responsables, il m'a dit, mais le sort de ces milices, il a été tranché par le Parlement irakien, qui a voté une loi qui va les intégrer dans les services de sécurité. Donc effectivement, là, on est un peu dans cette propagande anti-iranienne, qui est à la fois un peu justifiée, mais beaucoup exagérée, effectivement. Mais cela étant, il faut mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas tant le problème de iranien, irakien, c'est des exactions que ces milices peuvent perpétrer, ont déjà perpétrées dans le passé, lorsqu'elles vont conquérir des villes sunnites, eh bien c'est là où justement il faut les contrôler. Elles sont sous l'autorité du Premier ministre Haïdar al-Abadi, mais on sait qu'il peut y avoir encore des exactions, voilà, mais ça n'est pas des Iraniens. Il y en a quelques Iraniens. Lorsque vous posez la question à Hadi al-Amiri, il dit mais il y a 700 conseillers militaires iraniens, les Iraniens sont venus à notre secours irakien en juillet 2014, y compris pour stopper l'avancée de Daesh lorsqu'ils allaient vers Erbil chez les Kurdes. Donc effectivement, nous avons ces conseillers militaires, comme nous avons 8000, dit-il, conseillers militaires américains. Donc voilà. Sur le plan militaire, d'accord, mais l'Iran a une influence importante sur la reconstruction même politique de l'Irak. Alors là, on passe à un autre volet. Voilà. C'est, si vous voulez, depuis 2003, eh bien, l'Iran a construit en Irak un réseau de relais grâce à la minorité chiite qui a pris le pouvoir, mais ça, si vous voulez, il aurait fallu y penser avant. Je dirais. On parle beaucoup donc de cette influence étrangère, que ce soit celle de l'Iran ou celle, comme on vient de le voir, peut-être de l'Arabie Saoudite. Clément Fayol, vous racontez aussi une anecdote dans votre livre sur des riches saoudiens qui finançaient Daesh, qui continuent d'ailleurs de le financer, et notamment même des riches saoudiennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote que vous avez décrite dans votre livre? C'était une partie de notre enquête qui était importante parce qu'en fait, tout le monde parle du financement du Golfe quand on parle de Daesh ou d'autres organisations terroristes, et on est rarement capable de cartographier d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et nous, ce qu'on montre notamment en explorant une filière en particulier, c'est que ce sont plutôt les classes moyennes et les classes moyennes aisées qui font le gros du financement de Daesh. Je pense que c'est la même chose pour les autres organisations terroristes, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour l'Arabie Saoudite de lutter contre le financement des organisations terroristes par leurs ressortissants, parce qu'il ne s'agit pas de un ou deux très riches, d'un millionnaire qui envoie un gros virement une fois par an. Et nous, la filière qu'on met à jour, ce sont justement des femmes qui partent avec des bijoux en or, et notamment une qui cache des lingots dans ses bas, et qui va en Turquie, et ensuite là-bas, ils utilisent des réseaux de financement et de solidarité islamique qui sont en fait trustés par Daesh et qui finissent par arriver chez eux. Et ça, je pense que c'est pour financer l'organisation. Voilà, exactement. Et ça, c'est le financement ordinaire de Daesh qui au vu de notre travail, est, à mon avis, plus central. C'est quelque chose qui est... C'est pour ça qu'il y a une certaine hypocrisie quand on voit l'Arabie Saoudite qui dit qu'elle lutte contre Daesh, et notamment en s'opposant à l'Iran. C'est parce qu'en réalité, nous, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est quasiment le roman national saoudien qui va financer Daesh, parce que les Saoudiens, les classes moyennes, qui vont voir une vraie hypocrisie dans le fonctionnement du royaume saoudien, vont, par colère, aller financer... Donc on ne sait pas si le régime saoudien est directement impliqué, on peut peut-être l'accuser de laxisme. Si on avait la preuve, oui. Non, il ne l'est pas, pour une raison simple, c'est que le régime saoudien est la cible de Daesh aussi, hein. Mais disons qu'il y a il y a 95% de non-tolérance et il y a 5% peut-être de tolérance, parce que ce régime repose sur une alliance avec les Wahhabites et que 20% de la population saoudienne, grosso modo, soutient Daesh, donc ils sont obligés de transiger. On montre notamment, on travaille sur une banque qui était déjà liée à des financements avec le 11 septembre, déjà à l'époque, et qui continue à apparaître dans différentes enquêtes sur le financement de Daesh. Ça, plus le fait, ça c'est quelque chose que les agents des services de renseignement savent, mais ce sont des emprunts à la consommation, ce sont des politiques un peu sociales saoudiennes qui, comme elles ne sont pas tellement vérifiées, nous on a un personnage central qui dit qu'il va s'acheter une voiture, et en fait il va s'acheter une Kalachnikov à des Résors. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se pérenniser malgré une perte de territoire. Ah oui, complètement. Et puis surtout, donc ça, pour montrer qu'il y aura une continuité quand même des financements malgré cette perte de territoire. Georges Malbruno, je voulais vous montrer le commentaire d'un internaute qui nous disait que ce n'était pas la fin de la guerre, car il y a tellement de factions et de tribus qui vont commencer à s'entretuer et qui vont continuer à s'entretuer.
Le voilà ce commentaire. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de groupes djihadistes en Syrie et en Irak, même s'ils ne s'appellent pas Daesh. C'est important de le préciser. Il y a, en Syrie notamment, aux côtés de Daesh, il y a un autre groupe qui s'appelle aujourd'hui Tahrir el-Sham, qui est en fait une succursale d'Al-Qaïda et qui est très puissant à l'ouest de la Syrie, dans la province d'Idleb, où ont été renvoyés tous les rebelles et islamistes, etc., qui ont été expulsés d'Alep, etc. Et donc là, vous avez un deuxième mini-émirat qui s'est constitué. Et effectivement, pour ce qui est de la Syrie, lorsque Daesh aura été, je dirais, traité militairement sur son flanc est, aujourd'hui Deir ez-Zor, Al-Boukamal à la frontière irakienne, eh bien, dans 6 mois environ, il y aura ce traitement qui interviendra aussi à Idlib, où il faudra anéantir ce groupe, qui est un groupe qui est la succursale d'Al-Qaïda, avec probablement plus dangereux encore que Daesh, pour une raison assez simple, c'est que c'est du Daesh syrien. L'essentiel des membres de Tahrir el-Sham, de Nosra avant, sont des Syriens, donc c'est-à-dire sont des gens qui sont appelés à rester chez eux. Idlib, c'est une région pauvre qui a été laissée pour compte, donc voilà. Donc il faudra après, eh bien évidemment, régler cette question d'Idlib. Donc vous voyez, on parle beaucoup de Daesh parce qu'effectivement, c'est l'étendard, mais il y a encore effectivement, ne serait-ce qu'en Syrie, ce groupe qui posera un vrai problème aux Occidentaux et à la Turquie bientôt. Messieurs, je vous pose 2 petites questions d'internautes avant de rejoindre encore une fois Delphine à Istanbul. D'un point de vue territorial, Daesh ne peut-il pas se reformer dans des pays en crise comme la Libye, nous demande Paul ? Oui, on sait qu'il y a eu des mouvements, il y a eu dès 2015, il y a eu des émirs de Daesh qui sont allés en Libye, il y a eu des Libyens qui sont venus par la Turquie, etc. Donc là, il y a effectivement, Daesh va vouloir profiter du chaos là où il y a du chaos. Or, où il y a du chaos aujourd'hui, dans le sud libyen, dans le Sinaï, en Asie probablement aussi, donc ce sont les terres où Daesh va essayer de se reconstituer, va essayer de continuer d'exister. Et alors Rafik nous demande, je vous la pose comme ça, pourquoi la Jordanie et Israël ne sont pas touchés par Daesh ? Allez-y peut-être Clément. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi, je ne vais pas rentrer dans les raisons géopolitiques. Pour parler plus généralement des puissances régionales, parce que je trouve que c'est important de les mettre un peu toutes dos à dos, c'est que quand Daesh a commencé à émerger, il y a eu un certain nombre de puissances régionales qui ont considéré que c'était une entité manipulable. Il suffit de voir le début de la révolution syrienne. Un certain nombre de puissances régionales, on pense au Golfe, mais Israël aussi, dans une certaine mesure, ont essayé de contrôler un certain nombre de factions en se disant on va obtenir ce qu'on veut dans la région. Et c'est ça aussi, nous on appelle ça les apprentis sorciers du Golfe et d'ailleurs. Et le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui est extrêmement fort en ce moment, s'explique aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont eu à un moment donné, obnubilés par l'Iran, ils ont cru que la situation régionale allait leur permettre d'obtenir ce qu'ils souhaitaient pour la Syrie et l'Irak. Allez, on va revenir maintenant au territoire irako-syrien et puis à ces millions d'Irakiens et de Syriens qui ont vécu sous la domination de Daesh pendant quelques années. On l'a vu, le quotidien était encore fait d'attaques et la guerre psychologique, cette fois-ci, contre l'idéologie djihadiste, sera encore longue. Je voulais vous montrer la ville dont on va parler, c'est Jarablus, qui est à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Environ par ici, vous m'excuserez ce croquis grotesque. Et avec vous Delphine, puisque vous étiez dans cette ville il y a un an, presque au moment de sa libération, comment se déroulait cet après-Daesh ? Oui, cette ville qui constituait le dernier verrou tenu par Daesh à la frontière turco-syrienne. Donc cette ville est tombée il y a un petit peu plus d'1 an et j'ai eu l'occasion de m'y rendre 1 mois après la chute des combattants djihadistes. Et ce qui était vraiment frappant, c'est qu'1 mois après, c'était comme si de rien n'était, c'était comme si Daesh était toujours dans les parages. On voyait toujours le drapeau noir, la peur, elle était encore omniprésente, la peur de cellules dormantes, on le ressentait notamment du côté des femmes. Moi, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire voir des femmes célébrer le départ des combattants djihadistes, retirer leur voile noir pour privilégier des voiles plus colorés qui montraient le visage, eh bien non, toutes ces femmes, je dirais à 99%, étaient complètement voilées des pieds à la tête. Ça montre à quel point, en effet, la psychose est toujours présente. Si la guerre sur le terrain semble l'avoir emporté, eh bien,
la guerre psychologique est loin d'être gagnée. Et un autre élément qui m'a frappé, et même quand je discute régulièrement au téléphone avec des opposants anti-Assad dans la région d'Idlib, qu'évoquait Georges Malpono, c'est que quelque part, aujourd'hui, la poursuite de la violence du régime syrien, ces bombardements russo-syriens qui ont lieu continuellement, on peut citer ce qui s'est passé récemment contre des écoles dans la région d'Idlib, contre des hôpitaux également, eh bien cette violence, elle ne fait qu'encore plus alimenter ces réseaux djihadistes et ces cellules dormantes qui vont bien évidemment continuer à se réorganiser, à récupérer aussi, à encourager certains combattants à les rejoindre en alimentant la propagande selon laquelle voilà, il faut continuer à se battre contre un régime qui continue à tuer les populations. Clément, vous souhaitiez réagir? C'est très, très intéressant ce qu'elle dit, parce que justement, nous, on avait vu que Jarabous était un point de passage pendant très longtemps, c'est-à-dire que les premières cellules envoyées jusqu'en Occident passaient par là. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un exemple qui est très bon, parce que ça montre que, bah oui, c'est le Daesh souterrain. Il n'est pas en train de se créer maintenant, il n'est pas en train de se créer parce qu'une ville est perdue. Le Daesh souterrain était là juste avant la création du territoire, enfin la contrôle du territoire, et il sera là après, la preuve avec ces endroits qui ont été libérés il y a déjà un moment. Et c'est intéressant de voir cette guerre justement psychologique. Il y a un anthropologue franco-américain qui s'appelle Scott Atran. On va vous montrer un extrait de son étude qui a été ensuite traduite par Libération. Et que nous dit-il? Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran. Voilà, ils ont fait une étude auprès des habitants qui ont vécu sous Daesh, et ils constatent que malgré tous les territoires perdus, Daesh a transmis à la jeune génération sa valeur la plus sacrée, la croyance catégorique que la charia est la seule façon de sauver et de gouverner la société. Vous les avez rencontrés pour ce livre. Vous avez par exemple beaucoup rencontré de déserteurs. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ces propos? Il y a deux grandes catégories de personnes qu'on a vues. Il y a ceux qui sont des Syriens et qui sont des Irakiens et qui sont donc des locaux et qui ont reçu un salaire pendant des mois alors qu'ils n'en recevaient pas avant. Donc ça, sur l'aspect irako-syrien, on pourra en parler après, mais là-dessus, c'est assez important, et c'est de se dire que ces personnes-là, demain, s'ils étaient salariés ailleurs, on en a parlé tout à l'heure pour d'autres zones, eux seraient peut-être moins sympathisants. En revanche, il y a une autre catégorie qui est assez importante, qui est celle de ceux qui sont les combattants étrangers. Pas forcément occidentaux d'ailleurs, ils peuvent venir pas mal du Golfe, du côté saoudien il y en a encore beaucoup, il y a beaucoup de Turcs, il y a quelques Iraniens, enfin nous dans les listes il y a énormément de populations des Balkans notamment qui sont surreprésentées, et toutes ces personnes-là, pour certaines elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient dans Daesh, c'est-à-dire une arme très efficace pour faire du bruit tout de suite et défendre un certain nombre d'idéaux, mais d'autres, notamment nous on en a un qu'on fait parler, qui ont été déçus en fait. Ils ont été déçus parce qu'ils sont partis de leur pays en se disant ce sont des pays qui sont corrompus, qui nous disent qu'ils sont islamiques, mais en réalité ils vivent à l'occidental, quoi. Et quand ils arrivent auprès de Daesh, ils voient la même chose, la rapine, ils voient des sacs d'argent qui passent avec des puissances étrangères, enfin tout ce que nous on raconte dans Vous l'avez constaté aussi, Georges, oui, cette déception des combattants? En tout cas, on le voit parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites. Il ne faut pas exagérer sur le fait que Daesh effectivement a apporté un mieux vivre, etc. Ça a duré assez peu, hein. Et ce qu'on a constaté, c'est que sur la fin, effectivement, c'est le sauve qui peut, et puis il y a effectivement de la corruption, il y a de la gabegie, etc. Et donc aujourd'hui, c'est quand même à la fois en Syrie et en Irak, mais bon, il faut répondre justement à la demande de ces gens qui ont été tentés par Daesh et qui aujourd'hui sont déçus, sont dans l'attente. Mais là, encore une fois, c'est la reconstruction. Raqqa a été détruite à 85%, donc Raqqa ne va pas, il n'y a plus de Raqqa. Raqqa ne va pas ressurgir demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait des gens de Raqqa qui vivent aujourd'hui dans des camps? La déception va grimper. Raqqa est une ville qui a été conquise par une alliance arabo-kurde, mais dominée par les Kurdes. Raqqa est une ville arabe. Est-ce que les Kurdes peuvent gouverner Raqqa? Non. Donc il va y avoir aussi là tout un jeu d'influence entre des tribus arabes qui sont hostiles à Damas, qui sont hostiles à Bachar el-Assad, mais qui pourraient, et qui sont aussi pour d'autres hostiles aux Kurdes. Et donc aujourd'hui, il y a une course contre la montre pour courtiser ces tribus arabes
Abraham, qui constituent le terreau de l'action de Daesh ces dernières années. Et donc, est-ce qu'elles vont rester dans l'orbite, je dirais, kurdo-américaine, ou est-ce qu'elles vont revenir dans l'orbite syrienne? Tout dépendra. Les tribus, vous savez, ce sont des gens qui sont versatiles. Les tribus, elles sont avec le plus fort, et elles veulent être avec celui qui leur assure une activité, souvent de la contrebande, ou prélever des taxes sur le pétrole, etc. Donc voilà, il faudra répondre à ces demandes-là, et ça va être très difficile, parce qu'encore une fois, la reconstruction va prendre beaucoup de temps. La reconstruction matérielle des villes, on a vu en Irak, il n'y a pas grand-chose. Quand même, Fallujah a été repris il y a 1 an et demi. Vous faisiez allusion à Ramadi il y a près de 2 ans, Tikrit. Et la reconstruction politique, alors là, Abadi est mieux que son prédécesseur Maliki, mais il est coincé par justement l'Iran et les milices chiites pro-iraniennes. Donc voilà, s'il n'y a pas cette reconstruction politique à laquelle faisait allusion Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, Daesh, qui est une idéologie, et qui est une idéologie qui repose aussi, on parle beaucoup des étrangers, bien sûr, pour nous c'est un enjeu de sécurité nationale, mais les gens de Daesh en Irak, ce sont des Irakiens. Et donc si demain, le régime de Bagdad ne répond pas à leurs demandes, ils repartiront, ou leurs voisins, ou leurs cousins, chez Daesh, qui s'appellera autrement. Toujours sur la reconstruction, on avait une question d'internaute qui nous disait il faudra reconstruire la Syrie, on va pouvoir vous la montrer en direct, reconstruire leur ville totalement détruite, et après cela, on pourra peut-être s'occuper de Saint-Denis et quelques autres villes en France. Ça sera une conclusion, une sorte d'ouverture aussi, mais c'est important aussi de dire qu'en France, il y a ce travail à faire, pas de reconstruction physique, mais de s'intéresser à certaines régions qui ont peut-être été délaissées. Oui, mais là, on est sur... Oui, tout à fait, là, mais on est sur une autre problématique parce que, si vous voulez, on voit bien qu'en France, aujourd'hui, d'après les chiffres des services de renseignement, vous avez 15 000 personnes qui sont sensibles à ce discours, qui ne sont pas forcément des djihadistes en puissance. On l'a bien vu, un certain nombre de terroristes qui ont commis des attentats n'avaient rien de djihadiste, mais voilà, qui peuvent passer à l'action. Donc là, c'est une réponse, effectivement, c'est une réponse qui doit être faite à la fois sécuritaire, sociale, etc. Mais aussi, avec ces gens-là qui sont justement tangents, ils vont continuer de rester en contact avec quelques dizaines, quelques peut-être centaines de Français qui vont errer entre Al-Boukamal, entre KM, des djihadistes français, et avec un certain nombre de moyens dont ils disposent, ils peuvent continuer encore d'inspirer des attentats, et c'est tout le danger qui pèse sur nous. Clément, avant de donner les résultats du sondage. Oui, je trouve que sans m'aventurer sur le côté sociologique français, que ce n'est pas mon domaine, mais c'est plus de voir qu'il y a un terrain, ce sont des terreaux fertiles qui se rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où ce sont plusieurs formes d'opportunisme. C'est ça, nous, qu'on a essayé de montrer, c'est que l'organisation État islamique, pourquoi est-ce qu'elle est passée, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à prendre un territoire, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas réussi à faire, pourquoi en 4 ans, le Daesh a plus marqué les esprits quasiment qu'Al-Qaïda, c'est-à-dire en 4 ans, ils ont fait leur prestige de lutte contre l'équivalent du prestige de lutte contre la Russie en Afghanistan d'Al-Qaïda, ils ont fait leur 11 septembre à plusieurs reprises, ils ont fait tout ça parce qu'il y a eu un espèce d'alignement des planètes, des opportunismes, des voracités, etc. Des pays, des printemps arabes, malaise sociétal en Europe. Voilà. Faillite de l'État irakien, quand même. Ouais, d'ailleurs, on pouvait le prévoir à partir de janvier 2014, une faillite de l'État irakien qui s'est comporté en État sectaire et qui a nourri, qui a enfanté Daesh, c'est tout. Allez, on répond au sondage que l'on vous proposait depuis ce matin. Al-Qaïda va-t-elle, selon vous, redevenir l'organisation terroriste numéro 1 ? Et vous êtes plutôt 40% à dire que non. Très brièvement, Georges, peut-être un mot là-dessus. Vous auriez voté non aussi ? Moi, je pense qu'Al-Qaïda, sur le long terme, a encore beaucoup d'avenir parce qu'il y avait ce grand débat qui opposait Ben Laden à d'autres qui disaient « Moi, je ne veux pas avoir de territoire parce qu'un territoire, c'est une cible. » On voit que Daesh, aujourd'hui, n'a plus de territoire. Al-Qaïda va continuer. Il y a le fils d'Osama Ben Laden qu'on dit qui serait justement Idlib, là. Donc, je crois qu'Al-Qaïda va essayer de se reconstituer à travers un certain nombre de filiales qui sont très présentes au Yémen, au Maghreb et ailleurs. Donc, je pense que Daesh a éclipsé Al-Qaïda, aux grandes dames d'Al-Qaïda, mais Al-Qaïda, aujourd'hui, risque de reprendre un petit peu les rênes du combat djihadiste contre l'Occident. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Georges Malbruno, Clément Fayolle. Je rappelle votre livre « Un cartel nommé Daesh » qui sort aujourd'hui même aux éditions First. Et merci beaucoup à Delphine Minoui à Istanbul qui était avec nous en direct. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction spécial Donald Trump pour les 1 an de son élection. À bientôt.